commence avec une petite introduction. Et ben c'est parti. Bienvenue à tous. Merci beaucoup d'être venus. C'est super sympa. Alors attends, juste j'ai une petite question. Les slides, c'est sur c'est là. Juste pour que je puisse changer moi-même les diapos. Ok, merci. Donc ouais, comme je disais, bienvenue, merci beaucoup d'être venus. Alors en fait, avant de commencer les hostilités, je voulais juste qu'on se présente très rapidement. En fait, je suis Tristan, voilà Maxime à ma gauche et Baptiste juste à côté. On est trois students de 42, donc comme vous, et on est rentré en 2017, après la piscine d'août 2017 pour être très précis. Et donc on a travaillé sur ce challenge avec 42 AI. On va vous présenter un peu dans les détails en quoi ça consiste. Donc avant même de commencer, on voulait vous préciser que si jamais vous trouviez des incohérences dans ce qu'on dit ou si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous le dire. Vous pouvez nous envoyer des mails directement sur nos adresses. Et évidemment, si vous avez des questions pendant la presse, vous pouvez lever la main et on y répondra. De même, à la fin des grandes parties de la présentation, on fera des petites séquences de questions-réponses pour que vous puissiez avoir les clés de compréhension qu'il vous faut. Donc, qu'est-ce que ce challenge? En fait, concrètement, en quoi ça consistait? On a participé à un espèce de concours entre drones autonomes qui était organisé par une grande entreprise américaine qui s'appelle Lockheed Martin, qui travaille dans l'aérospatiale et la défense. Il était organisé aussi avec Nvidia, donc le fabricant de cartes graphiques, et avec la DRL, qui est la plus grande ligue internationale de course de drones. Et en fait, le but, c'était, in fine, de battre un pilote humain avec de l'IA. Un pilote expert, évidemment. Alors, en quoi ça consistait? C'était découpé en 3 étapes. 3 tests. Le premier, on va vraiment le survoler rapidement parce qu'en fait, c'était complètement du team fit, c'est-à-dire s'assurer qu'il y avait une compatibilité entre l'équipe et le concours. En fait, c'était un dossier écrit sur lequel on examinait notre cohérence en équipe et notre approche technique. Les 2 autres tests, par contre, étaient plus pertinents pour cette présentation. C'est là-dessus qu'on va vraiment approfondir notre approche. Le premier, c'était sur la machine vision, donc en fait la vision organisée, pardon, la vision effectuée par ordinateur. Et le troisième test, c'était sur la conduite autonome, donc ce qui nous intéresse pour faire conduire un drone. Et le résultat, on vous spoil un peu dès le début, mais du coup, on arrivait 15e sur ce concours. Il y avait 400 membres environ. Et on a travaillé là-dessus pendant 3 mois. Merci. Alors tout de suite, je passe le micro à Maxime. Voilà, je voulais juste revenir sur la petite vidéo que vous avez vue au début. Donc c'était un enregistrement parce que petit problème de réseau là, donc on voulait pas le faire piloter en live, mais en gros c'était notre logiciel qui pilotait le drone dans la course sur laquelle on était évalué. Donc voilà, il n'y a aucun input humain là-dessus. Du coup, moi je vais vous parler un petit peu plus du test de machine vision. On a eu une partie. En gros, le concours était scoré
Enfin, il y avait des scores sur l'intelligence artificielle. Et un de ces scores, c'était du coup essayer forcément, quand on va avoir une course de drone, de guider le drone à travers des gates et donc de détecter où sont ces gates. Du coup, le test, on nous donnait des images sur lesquelles il y avait des gates, et notre but c'était de réussir à détecter les angles intérieurs par où en fait le drone allait pouvoir passer. Donc, c'est quasiment comme un test en fait. À 42 en soi, on nous donnait un dossier de photos, et nous il fallait qu'on leur renvoie un JSON super bien formaté avec les coordonnées de chacun des angles de cette gate, et également à la fin le score de confiance, comme quoi il y avait une gate à cet endroit-là, sachant qu'on pouvait envoyer plusieurs positions, mais bon, nous on a pris le parti de dire là où on dit qu'il y a une gate, c'est sûr qu'il y a une gate, 100% de chance, et on n'envoie qu'une seule position. Du coup, voilà, et on était évalué sur est-ce que notre modèle il est précis et est-ce que notre modèle il est rapide. C'est très important pour le drone d'avoir un modèle qui est rapide parce que quand le drone vole, il va devoir prendre des décisions à peu près toutes les frames à raison de 30, voire 40, voire 50 frames par seconde, sachant que les meilleurs pilotes au monde, les analystes disent que c'est à peu près une centaine de frames par seconde. Ça parle à tout le monde quand je parle de frames par seconde? Oui? Non? En gros, une frame par seconde, c'est une image. Donc, un nombre de frames par seconde, c'est le nombre d'images qui sont traitées en une seule seconde. C'est-à-dire que si nous, notre algorithme, traitait une trentaine de frames par seconde, c'est-à-dire qu'en une seconde, on pouvait traiter 30 images et déterminer est-ce que ma gate allait positionner ici ou là. Du coup, voilà. Donc, ouais. Alors, je vais juste passer ça comme c'est enregistré. Le drone est donc télécommandé puisqu'il y a des pilotes humains. Je suppose c'est pareil. Enfin, il y a une connexion Wi-Fi ou je sais pas quoi. Oui, c'est tout à fait vrai. D'ailleurs, les pilotes de drone, ils ont des espèces de lunettes qui sont connectées. Alors, je ne sais plus si c'est en Bluetooth ou en Wi-Fi, mais ils ont aussi une limitation du nombre d'images qu'ils voient. Et vous pouvez regarder sur Internet. Je pense qu'il y a des visions dans les yeux d'un droniste quand il pilote son drone, mais la qualité elle est vraiment horrible. Et là, en l'occurrence, c'est ça qui est assez intéressant, c'est de se dire que si jamais on a un logiciel qui est embarqué, il va avoir des qualités d'image qui vont être très bonnes parce qu'il n'y a pas de communication entre ce qui traite l'image, c'est-à-dire l'œil, sachant que les puces, elles étaient directement embarquées sur les drones si on avait été sélectionné Ah pour ouais, la donc, suite des donc événements. à terme, ça aurait été sur. Oui, c'est une puce. En gros, Nvidia, ils viennent de designer des nouvelles puces qui sont des puces qui sont embarquables. Et l'idée, c'était d'avoir justement une puce embarquée sur le drone. Du coup, voilà. Rien à ajouter. Donc, du coup, voilà. Donc, ça, c'est le test de manière générale. Donc, forcément, on nous a donné des données pour entraîner un algorithme, un programme à essayer de détecter ça. Il y a eu beaucoup d'approches différentes. Les teams communiquaient sur un forum, on a vu qu'il y avait plein d'approches différentes. Nous, on a choisi l'intelligence artificielle parce que voilà, c'est ce dans quoi on se forme. Mais on s'est rendu compte en regardant du coup ce dataset qui était en fait composé de 10 000 images avec un fichier JSON et la position des coins intérieurs des gates, que en fait les données qu'ils nous avaient données étaient parfois assez sales. Bon là j'ai vraiment fait j'ai fait une sélection de ce qu'il y avait de pire, mais si on donne à un algorithme ce genre d'informations là, on l'induit en erreur en fait. Donc la première étape ça a été de nettoyer ça, et heureusement en fait on s'est mis à beaucoup de teams tous ensemble. Alors c'est Baptiste qui s'en est occupé. Ouais, il y a quelque chose? Non. C'est Baptiste qui s'en est occupé. Il a dû checker 500 photos à la main. Et c'est quelque chose qui a beaucoup amélioré l'algorithme in fine, parce qu'on avait du coup plus d'erreurs. Donc ça, c'était vraiment un incentive. Il ne faut pas hésiter, clairement, quand vous avez des projets comme ça, à mettre les doigts dedans, même si c'est quelque chose qui est un peu redondant, etc. Ouais. Du coup, est-ce qu'on peut revenir vite fait sur la slide précédente? Ouais. Tu peux juste expliquer pourquoi est-ce que c'est des mauvaises images et pourquoi les autres sont des bonnes? C'est des mauvaises images parce que en fait, on a les coins qu'on nous a donnés, ils sont parfaitement alignés avec la position réelle en fait de la gate. C'est déconnecté du réel. C'est ça le problème, c'est que À cause de idéalement, la perspective. ouais, c'est ça. C'est idéalement, si tu regardes ici, là, les données qu'on avait nous disaient que le coin inférieur était là. En réalité, il était beaucoup plus bas. Donc, il fallait qu'on corrige ça, quoi. Et donc, c'est ce que Baptiste a corrigé à la main et ce qu'on s'est partagé avec les autres équipes.
Mais là, comme c'est à l'intérieur, à la limite, tu limites ta guette et tu as pas besoin de l'extérieur puisque si tu te limites, à ce qui t'est donné, tu vas passer dans la puisque le carré est plus petit que la guette réelle. Oui, oui, bien sûr. Alors après, on aurait pu se dire très bien, on va détecter juste pile poil ce qui est à l'intérieur. Ouais. Simplement, ça c'est dans un cas là où le drone vole vraiment. Là, on était dans une situation, là on est évalué et notre but c'était de maximiser le score par rapport Ah d'accord, OK. à l'évaluation. Donc D'accord, oui, on c'est le savait pas score par rapport exactement. à la réalité, quoi. Voilà, c'est ça. OK, j'ai compris. Du coup, voilà. Mais bon, tout ça c'est bien. Pareil, si je reviens sur les images d'avant, il y a un autre problème, c'est qu'il y a un énorme manque de diversité dans les données. En fait, toutes les photos sont prises dans le même parking, avec la même banderole derrière, enfin, un énorme problème de diversité. Et du coup, nous, ce qu'on s'est dit, c'est on a le grand avantage d'avoir un template de gate qui était fixe. Du coup, on s'est dit, on va générer notre donnée. Du coup, en générant cette donnée, en faisant quelques modifications sur notre gate, en la mettant sur des images, et là, en l'occurrence, du coup, on s'est amusé à aller récupérer des vidéos YouTube, on les a téléchargées, on a extrait alors une frame toutes les secondes, donc une image toutes les secondes de cette vidéo YouTube, et on allait coller des gates dessus. Et en collant nos gates dessus, on a directement, au moment là où on crée l'image, on sait exactement où est l'intérieur de la gate. Donc on pouvait créer très facilement 50, 100 000 images. Je pense que ouais, on a dû en générer presque 200 000, quelque chose comme ça en tout, à force de faire des tests, etc. Sans avoir un effort d'annotation à la main. Du coup, voilà, qui est souvent le principal problème, c'est de labelliser les données quand on fait de l'IA. Et bah là, en l'occurrence, c'était fait automatiquement à la création. Du coup, voilà, très rapidement, le petit procédé pour créer nos images. Je vais vraiment pas m'attarder dessus, sauf s'il y a des questions. Mais apparemment, non. Et du coup, voilà le résultat qu'on a eu. Donc, des images parfois un petit peu loufoques, etc. Mais c'est pas le plus loufoque qu'on a eu. Après, on a eu encore plus loufoque. Vous verrez bien. Du coup, voilà. Du coup, bon, c'est bien, on a créé de la donnée. Maintenant, à chaque fois qu'on traite avec des images, quelque chose qu'on peut faire aussi, c'est faire de la data augmentation. C'est-à-dire que quand on a une image, bon là en l'occurrence cette photo de chat, si jamais on fait un flip de l'image sur l'axe horizontal ou sur l'axe vertical, on a toujours l'information que c'est un chat, nous, humains. Et c'est ce qu'on a envie d'apprendre à notre algorithme aussi. Pareil, si jamais on change un tout petit peu les couleurs ou qu'on rajoute du bruit, etc. Donc l'idée, c'est vraiment, à partir d'une image, on est capable d'aller créer une dizaine d'images différentes, gardant toujours l'information, mais mathématiquement, ce qu'on envoie, nous, à l'algorithme, ça va être les pixels, une espèce de liste de pixels. Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait des projets de graphisme à 42, mais c'est ce qu'est une image. Ça ne va pas être la même information à chaque fois. Donc l'idée, ça va être de réussir à lui faire généraliser, en fait, ce qu'est donc une gate, bon là un chat, mais nous au final ce qu'était une gate. Ok, donc là on va rentrer un petit peu plus dans le détail, on va parler du modèle qu'on a utilisé. Quand je parle de modèle, j'entends vraiment l'algorithme qui a été utilisé pour faire cette détection. D'accord? C'est un programme, je vais pas rentrer dans les détails exactement de comment il fonctionne, parce que c'est des modèles qui sont très avancés. Mais je vais essayer de vous donner l'idée générale de pourquoi ces modèles sont comme ça et ce qu'ils font. D'accord? Donc, le modèle qu'on a utilisé, c'est ce qu'on appelle un single shot detector. Et l'idée générale derrière ce modèle, ça va être en fait d'analyser une image en réduisant sa taille au fur et à mesure et en regardant sur cette image, est-ce que mon objet il est présent à tel endroit. D'accord? Si vous voulez, je vous enverrai les publications, etc. Enfin, tout ça, c'est issu en fait de publications scientifiques. En gros, donc l'idée, c'était d'aller tester. On découpait notre image en des régions. On faisait une espèce de map de notre image et on allait tester. Est-ce que à cet endroit-là, j'ai oui ou non, par exemple, l'œil du chat ou dans notre cas à nous, la gate. Et en downscalant notre image, on pouvait regarder est-ce que la gate elle est présente sur cette grande partie de l'image ou sur cette plus petite partie de l'image. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou pas? Ouais, ok, ouais. Il y a une question? Non, pas du tout. Et alors par contre, c'est génial ce type de modèle-là parce que on peut l'entraîner en lui donnant les images et juste en lui disant à tel endroit il y a une gate. Mais un des gros problèmes, c'est qu'il repose sur ce qu'on appelle des backbones, qui sont des modèles qui ont été développés au cours d'événements
un événement annuel qui s'appelle ImageNet, qui est un espèce de concours d'IA, là où le but, c'est dans une liste d'une centaine d'objets différents, il faut réussir à obtenir le meilleur score pour classer ces objets. Et à ImageNet, en fait, tous les ans, il y a un gagnant et ils sortent le meilleur algorithme. Et en gros, l'idée du backbone, c'est un bout de cet algorithme-là. C'est dommage, j'ai enlevé une image en fait, qui aurait été pas mal de vous montrer. Mais du coup, bon, il y a des grands algorithmes. Si ça vous intéresse, je vous enverrai les détails d'architecture de ces algorithmes. Mais en gros, l'idée, c'est que ces algorithmes, ils se reposent sur des convolutions. C'est ce qui a été vu ce matin. Et là, par contre, je peux peut-être vous montrer quelque chose qui va vous aider à comprendre ce que c'est une convolution. En gros, ces algorithmes-là, ils font du pré-processing sur mon image. Ils vont essayer d'extraire des features de l'image. Donc là, en l'occurrence, on essaie de détecter ce qu'est un 2 et on va faire passer des filtres sur notre première image brute. Et on va réussir à extraire des informations. Puis, sur ces filtres, là où on a déjà extrait une première information, on va essayer d'extraire une deuxième information en croisant avec les autres filtres et ainsi de suite. Et en fait, c'est ce que font ces backbones. Donc si on revient, en fait, ces backbones, à la base, c'est ce qu'ils font, et ils ont été développés pour ImageNet, et nous, on les utilise ici, en fait, pour commencer à extraire des informations, et après pouvoir aller plus facilement dire si oui ou non il y a la présence de l'objet qu'on recherche sur notre image. Le problème, c'est que ces backbones-là, ils mettent à peu près une semaine à être entraînés. Et nous, on n'avait ni ce temps, ni cet argent, parce que ça coûte très très cher, il faut des grosses cartes graphiques, ou des gros serveurs chez Amazon, ce qu'on a utilisé, mais en l'occurrence, on n'avait pas une semaine pour pouvoir réentraîner nos modèles. Il fallait qu'on aille beaucoup plus vite que ça. Du coup, il y a autre chose qui existe, qui est un peu plus récent que les SSD, qui date de 2016, qui s'appelle les DenseNet. En gros, dans les backbones qu'on a vus juste avant, l'information qui était extraite, elle est perdue. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je refais passer des convolutions et que je re-regarde les informations, donc si jamais j'ai extrait des informations en me disant dans la diagonale à droite, en haut à droite de l'image, j'ai une edge, comment tu dirais ça, j'ai une bordure noire et blanche à cet endroit-là. Je l'aurai plus en fait à la convolution d'après. Le DenseNet, il arrive à récupérer du coup cette information-là. Ça permet, bon, alors je ne vais pas rentrer du tout dans les détails, mais en gros, cette architecture-là, elle permettait d'avoir un modèle qui est beaucoup plus gros, mais qui est beaucoup plus facile à entraîner parce qu'il a beaucoup moins de paramètres. Est-ce que je pense que peut-être que, ouais. Si je devais juste rajouter un truc là-dessus, c'est le mot-clé en fait vraiment de ce DenseNet, c'est la concaténation en fait. Là, Max vous a beaucoup parlé des convolutions, et en fait les convolutions, c'est tous ces filtres qui passent successivement là sur l'image du 2 dans la slide d'avant. Et en fait là, la grosse innovation du DenseNet, c'est qu'il va en plus de faire des convolutions à la suite, au risque de perdre des informations dans la convolution d'avant, il va concaténer dans l'étape suivante ce qu'il a obtenu avec la convolution précédente. Et donc ces espèces de flèches là que vous voyez, que Max a dessinées, en fait la photo du chat, elle va s'ajouter à l'étape 3, à l'étape 5, à l'étape 7. Et c'est ça qui permet de garder l'information successivement au fur et à mesure du passage dans le modèle. C'est-à-dire il garde la photo du chat filtrée pour le second layer, quoi. Exactement. Ouais, et okay. C'est exactement ça. Et jusqu'à la fin, en fait, on aura toujours les informations de base du chat. Et aussi toutes les informations en plus qu'on aura pu extraire. Donc, tout ça nous amène à mélanger les deux, en fait. Et en fait, le modèle final qu'on a utilisé, qui est donc le Deeply Supervised Object Detector, qui a été la meilleure publication scientifique en computer vision de 2017, qui nous permettait en fait en 24 heures d'entraîner un modèle qui atteignait une précision de 94%, 95%, ce qui est énorme versus des modèles qui sont basés sur des architectures qui sont beaucoup plus lentes à entraîner. Du coup, voilà. Et on garde exactement le même esprit que le SSD. C'est juste un mélange des deux, en fait. Du coup, voilà. En plus de ça, c'était bien joli le SSD, mais on avait une box qui était carrée, qu'on détectait, donc on arrivait à détecter que l'espace était globalement ici. Et nous, on a un petit peu modifié notre modèle pour, au lieu d'avoir juste les informations qui étaient renvoyées normalement par le SSD, avoir les 4 coins du quadrilatère. Et ça, c'est le modèle qu'il a fait tout seul.
un peu la magie noire du deep learning, qui a réussi à apprendre tout ça, à faire une régression pour être uniquement sur les 4 coins de la box. Du coup, voilà. Mais on a fini d'entraîner notre modèle. C'est pas du tout les résultats du premier entraînement, c'est même d'ailleurs ceux du dernier. Mais c'est les erreurs qu'on essaie de fixer étaient globalement les mêmes. Mais une fois qu'on a entraîné notre modèle, le truc qu'on a fait est vraiment, je pense qu'on a bien fait de prendre le temps de faire ça, c'est qu'on est allé regarder une par une toutes les images qu'on testait et voir celles là où il y avait de l'erreur et essayer de comprendre, essayer de trouver une corrélation entre les images là où il y avait une erreur, savoir quelle est notre erreur. Et ce qu'on s'est rendu compte, en fait, c'est que les images là où il y avait de l'erreur, c'était les images là où on avait des gates qui étaient de profil, avec un profil qui était très accentué, et aussi qui était exposé à de la lumière blanche, et du coup qui les faisait ressortir en blanc beaucoup plus fort que le reste de l'image. Du coup, on s'est dit, bon, très bien, ce qu'on va faire, et plutôt que de rester dans des parkings, on allait choper 4000 images super diversifiées, qu'on est allé piquer à un dataset qui est assez connu en reconnaissance de caractère. Et on est allé coller des gates sur ces images-là, donc même sur un jambon beurre. Et en plus de ça, on a aussi fait des modifications pour régler notre problème de profil. Donc au lieu d'avoir des rotations un peu bizarres, on s'est fixé sur des choses qui étaient beaucoup plus naturelles, mais aussi sur ce qui était la lumière. On a fait des transformations de lumière sur nos images pour obtenir quelque chose qui était beaucoup plus naturel et qui a permis d'augmenter, d'exploser notre score. Voilà. Bon, ça c'est l'idée générale de tout ça, c'est de vous dire la donnée, c'est ce qui va permettre d'améliorer votre modèle si vous faites de l'IA, si vous voulez en faire, du moins. Si vous voulez améliorer les résultats d'un modèle, il faut améliorer votre donnée. C'est le nerf de la guerre et c'est vraiment ce que je vous conseille de regarder en premier. Après, on peut aussi un peu regarder le modèle. Nous, en l'occurrence, on avait le choix entre deux modèles. Un qui prenait en input une image de 300 pixels par 300 pixels ou 512 pixels par 512 pixels. Bon, là, ça a été assez rapide de décider ce qu'on allait prendre. En l'occurrence, plus on avait d'informations sur l'image de base, meilleur était notre score. Donc, on a pris le DSOD 512, qui est donc de 512 pixels par 512 pixels. Et voilà, et au final, sur ce test-là, on est arrivé 27e sur notre score. Donc c'est pas ce qui nous a fait monter le plus haut sur notre score, mais c'était déjà un joli score au vu des participants qu'il y avait au challenge. Du coup, voilà, pour cette première partie. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Est-ce qu'on peut revenir très rapidement juste sur le pourquoi est-ce que denseness était plus rapide que la convolution? J'ai mal compris. Ouais, vas-y. Ouais. En- En fait, l'idée derrière le DenseNet, c'est de se dire, quand on fait des convolutions normales, on doit en faire beaucoup plus pour extraire de l'information. C'est une observation qu'ils ont faite, c'est que, bon, en l'occurrence, je vais peut-être m'adresser plus aux personnes qui font de l'IA, mais quand tu fais des convolutions normales, tu as besoin de faire beaucoup plus de filtres de convolution sur tes couches pour réussir à extraire autant d'informations que si tu avais gardé l'information d'avant. C'est-à-dire que comme on a oublié qu'il y avait un chat sur cette image, ou du moins, à force d'avoir fait des convolutions sur mon image, j'ai fini par altérer l'information qu'il y avait au départ. Et peut-être qu'en fait, si j'avais eu l'information que j'avais au départ, plus l'information que j'ai à la 5e étape, j'aurais réussi à extraire l'information qui me permet de dire « Ah oui, il y a un chat à tel endroit ». Et en fait, ce papier-là, il a prouvé ça. En fait, c'est que quand tu gardes l'information que tu avais avant, tu donnes plus de chances en fait, de faire des corrélations entre une donnée que tu avais extraite avant et une nouvelle donnée. Du coup, en fait, il n'y a plus vraiment d'intérêt à faire que des convolutions. Il faut toujours concaténer avec tes convolutions. Alors, oui et non, dans le sens où les résultats, ils sont quand même un peu moins bons pour le DenseNet que pour des modèles qui sont basés sur un gros backbone. Okay.
mais c'est beaucoup plus rapide à entraîner parce que tu as besoin de beaucoup moins de paramètres. Ok. Voilà. Merci. C'était l'idée principale. On s'est plus basé sur une idée de R&D. Ouais. Du coup, vous avez simulé en tout combien d'images à peu près, si vous savez? Je pense franchement de 200 000, quelque chose comme ça. Ok. Voilà, après, on avait en gros, on bossait sur une instance de Amazon. On avait un disque dur de 100 gigas, on mettait tout dessus. Enfin, en soi, l'espace, c'est pas le principal problème. Et même là, du coup, dans notre cas, la quantité de données, c'est pas du tout le problème. On s'est permis de faire beaucoup de tests. Genre, à un moment donné, on a essayé de voir si on mettait plusieurs gates sur une même image, est-ce que le modèle s'améliorait. Qu'est-ce qu'on a essayé de faire? On a aussi essayé de faire, on s'est dit, oula, à un moment donné, ça faisait n'importe quoi. Enfin, le modèle prédisait n'importe quoi, et on s'est dit, mais peut-être qu'en fait, le problème, c'est qu'on essaie de détecter l'intérieur, et du coup, il essaie de détecter donc, le fond. Et du coup, on s'est dit, on va détecter l'extérieur. Et on s'est dit, on va faire un petit calcul mathématique après pour ramener en fait, l'extérieur vers l'intérieur pour notre prédiction. En fait, ça changeait quasiment rien du tout. Et vous avez combien en prédiction, du coup, environ? On avait, alors ça dépend, tu peux calculer avec plein de métriques différents. En l'occurrence, t'as le MAP, Mean Average Precision, qui calcule en fait la différence de combien est à l'extérieur de la réalité. Enfin, Est-ce qu'il y a moyen de revenir sur une gate? Ouais. Cool. Ouais. En gros, imaginons que j'ai détecté quelque chose qui est vraiment très à l'extérieur de la réalité de ma gate. Ça va être très très mauvais pour mon score. Versus si j'ai un peu d'intersection sur ce que j'ai détecté. Est-ce que c'est clair ou pas? J'ai dit ou je t'ai parlé chinois? Un peu chinois, mais c'est pas grave. D'accord. Si tu veux, je te fais un petit schéma pour tout le monde. En gros, l'idée c'est parce que tu peux calculer la précision, mais c'est pas un bon matrix. Mais en gros, l'idée c'est de dire, je vais beaucoup plus descendre le score de quelqu'un qui a fait ça que quelqu'un qui a fait ça. D'accord? Mais genre violemment, beaucoup plus. Parce que nous, on avait sur 2000 images, on en avait 60 qui déconnaient, et on avait 83% de précision. Voilà. Du coup, mais du coup, ouais, on avait 83% de précision, selon ce score-là. Ok. Voilà, et on était à 30 FPS. Le 55 que vous voyez sur notre score final, du coup, c'est un calcul du temps qu'on mettait à prédire la localisation d'une gate sur une image et de notre score final. Et Du coup, petite question. Vous pensez que c'est dû à quoi, du coup, le manque de précision sur le modèle final? C'est une bonne question. On pense potentiellement que c'est le modèle. La structure qui était, ouais, la structure qui n'était pas assez bonne. Donc, le modèle qu'on a choisi, c'était un compromis entre la facilité d'apprentissage, parce qu'on avait quand même des ressources qui étaient limitées, et une bonne précision et une bonne rapidité. Maintenant, si aujourd'hui je devais refaire ce challenge, je pense que je partirais sur un autre modèle. Je sais déjà lesquels d'ailleurs. Mais non, je pense que c'était un compromis, et c'est aussi un modèle avec lequel on était un peu plus familier. On savait mieux comment il marchait. Avec Tristan, on a fait un stage dans ce domaine-là, et on a travaillé sur des modèles qui étaient similaires. Du coup, voilà. Du coup, j'ajoute un dernier truc aussi, c'est que je pourrais pas suffisamment aller dans le sens de Maxime quand il a parlé de l'importance de la donnée, quand on essaye d'avoir un bon score. Et on peut toujours aller plus loin en fait. Et nous, on a fait plein de transformations, plein de trucs super funky avec de la 2D. Et une solution aussi qui a été choisie par certaines autres équipes, ça a été en fait de modéliser la porte en 3D pour carrément faire des transformations en 3D avec des changements de caméra, comme sur Unity par exemple, ou sur n'importe quel visualisateur en 3D que vous pouvez connaître. C'est juste une idée d'étape à un moment donné, supplémentaire. on cherchait quelqu'un sur Unity, d'ailleurs, dans le chat Unity de 42. Mais bon, personne n'a répondu à l'appel, alors. Et du coup, vous auriez plutôt été trop... vous auriez plutôt overfit ou pas assez fit? C'est un débat qu'on a eu entre nous.
tu réveilles des trucs dont il ne faut pas parler. Non, effectivement, en fait, il y avait une grande question qui se posait, c'est que en fait, les données de test, de training et les données, en gros, on avait un leaderboard aussi sur lequel on s'évaluait les uns par rapport aux autres. Et les données de test, train et du leaderboard, a priori, ça provenait exactement du même endroit, donc on aurait pu overfit complètement, se dire on va essayer de faire en sorte de coller exactement à ce genre de schéma de gate-là, et on s'en fout que le modèle, si jamais on lui montre juste genre un fond de parking, et il dit il y a une gate là, parce qu'en fait, on lui a montré que des fonds de parking en plus de l'entraîner là-dessus. Ça, c'est moi qui ai tenu, en l'occurrence. J'avais très peur qu'on nous présente des photos avec des gates à dehors et qu'on n'arrive plus du tout à les détecter parce que le fond n'était plus le même. C'est pour ça qu'on a généré de la donnée, qu'on est allé coller des gates sur des sandwichs ou sur des mecs qui discutent de je sais pas quoi. D'ailleurs, c'était vraiment dans le but de ne pas overfitter et d'éviter de se faire avoir et de se taper 0% à la fin. Du coup, voilà. Merci. Parfait. Bah, du coup, on va passer à la deuxième partie, donc qui était le test 3. Vas-y. Non okay. S'il y a d'autres questions sur le test 1, du coup. Vous pensez que vous auriez pu faire combien en prédiction si vous aviez choisi la première méthode, c'est-à-dire une semaine d'apprentissage? Vous auriez pu faire C'est dur à dire. Il y a des équipes qui sont montées à 95%, je pense que c'était possible. Après, c'est impossible d'avoir 0 erreur, en fait. Ouais. C'est ça le problème. D'ailleurs, si je devais rebondir là-dessus, en fait, c'est une question super intéressante parce que c'est la question générale de qu'est-ce que peut faire un algorithme de machine learning versus la performance maximale humaine là-dessus. On sait que pour les détections d'ImageNet, par exemple, la performance humaine maximale, c'est 94%. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils se trompent en fait quand ils doivent détecter certains trucs parce que l'image est très, très ambiguë. Et en fait, tu sais pas trop si c'est un avion ou une voiture vu que c'est que le bout de l'avion ou quelque chose comme ça. Et en fait, les algos, donc l'état de l'art, le state of the art comme on dit, c'est-à-dire le maximum actuel en termes de performance, fait 1% de plus que l'être humain. Donc c'est 94,5, quelque chose comme ça. Donc théoriquement, si tu arrives à faire une donnée parfaitement représentative de ton test set et que tu arrives à entraîner un modèle exactement dans les bonnes conditions de l'état de l'art, tu peux atteindre 94%. Et comme disait Maxime, le top du leaderboard, c'était 93-94. Donc c'est assez révélateur. Donc voilà ce qu'on a pu faire. Vous aviez combien de temps pour apprendre à l'IA? En tout, on a eu 1 mois et demi. Après, je pense que on s'est vraiment, on a vraiment travaillé comme. Enfin, je pense qu'on a commencé le challenge. On a mis 1 mois à peu près à vraiment le faire à fond. Enfin, on était 90 heures par semaine, voire beaucoup plus en fait à 42. J'ai un trou de 1 mois, de 2 mois dans mes log time à 42 parce qu'on bossait en TDM. Mais non. Enfin, en travaillant comme des acharnés, on a mis à peu près 1 mois à obtenir ce résultat-là. Okay. Voilà. Maintenant, on en parlera après, mais on a perdu pas mal de temps aussi sur des trucs bêtes parce qu'on a appris énormément aussi à utiliser AWS. On n'avait jamais utilisé AWS de notre vie, quoi. Donc voilà. Et puis on avait aussi du temps à passer sur le test 3. Du coup, pour vous parler de ce test, ça va être un peu comme le test 2. Je vais d'abord vous présenter le challenge qu'on devait faire. Et après, on va vous parler de comment on a récupéré la data, comment on l'a processée. Et après, un peu des deux choses qu'on a essayé pour répondre au challenge. Donc, on a commencé par un modèle supervisé, un peu comme dans le test 2. Et après, on a essayé une toute autre approche qui est du reinforcement learning. Donc, on essaiera de rentrer un petit peu en détail tout à l'heure. Du coup, le challenge, le test. Pour ceux qui savent pas trop, qui n'ont jamais vu de course de drone, le principe, c'est vraiment, on a un drone qui est à l'arrêt quelque part. Il connaît à l'avance, le pilote connaît à l'avance l'ordre des gates. Et en fait, souvent, après, il y a des perturbations dans la gate. Donc là, on avait la même chose, mais du coup, dans une simulation. On connaissait à l'avance l'ordre des ports et leur position approximative dans l'espace. Et en fait, après, on devait faire voler notre drone sur 25 courses différentes, avec à chaque fois des petites perturbations, 2 mètres vers la gauche, 2 mètres vers la droite de toutes les portes. Et donc, le drone devait s'adapter en volant à la position de la porte à 2 mètres près, quoi. Donc les perturbations, et comme capteur sur le drone, on vous fera un peu la liste, mais du coup on avait accès à une liste de capteurs sur le drone dans la simulation, et on devait piloter le drone avec un système qu'on appelle AcroRate. Alors je suppose qu'il y en a beaucoup qui n'ont jamais entendu parler de AcroRate, mais en gros, pour résumer, on avait la puissance du drone qu'on pouvait régler,
et les angles de l'heure, donc son accélération sur cet angle et cet angle. Donc c'est les angles de l'air, c'est yaw, pitch and roll pour ceux qui parlent anglais. Du coup, la simulation, on a travaillé sur FlightGoals, on était obligé, donc c'était fourni par Lockheed Martin, qui est un environnement basé sur ROS, qui est Robotic Operation System, je crois. Donc c'est vraiment une simulation qui est beaucoup utilisée en simulation en robotique. Et donc le MIT a développé une simulation basée sur ROS qui s'appelle FlightGoals et qui est vraiment du coup un simulateur de drone dans un environnement 3D basé sur Unity aussi, qui est fait à la base surtout pour de la reconnaissance d'image, mais que du coup Lockheed Martin a utilisé pour vraiment faire le pilotage du drone. Alors on a eu pas mal de problèmes avec FlightGoals parce que c'est un peu en cours de développement en cours de développement encore. Et entre autres, on a eu beaucoup de soucis avec la physique du drone. Globalement, si on était passé sur des vrais drones, on n'aurait rien récupéré de tous les modèles qu'on a fait parce que la physique du drone était assez peu représentative de la réalité. Ouais. Vas-y, je répéterai la question. Voilà. Du coup, c'est vous qui avez choisi le drone ou ça s'est passé comment? On vous a donné un drone? En fait, du coup, tout s'est passé sur une simulation. On n'a pas eu de drone physique. Ah, c'était pas vrai? Non, c'était pas un vrai drone. D'accord. Si on avait passé la qualification, Ok. on aurait eu des vrais drones. Du coup, Ok. nous, c'est resté sur cette simulation, sur FlightGoals. D'accord, ouais. Donc, c'était un modèle de drone qui ressemble au dernier drone de vol actuel. Alors justement, c'est ce que disait Baptiste. En fait, cette remarque sur la physique du drone, elle vaut vraiment pour la spécificité de la course de drone. En fait, cette simulation du MIT, elle n'était pas du tout faite pour la course de drone. Ils l'ont adaptée en fait pour le challenge un peu rapidement. Ce qui fait qu'en fait, c'est une physique de drone un peu type parrot, quoi, que tu peux avoir normalement, qui c'est un peu un veau, quoi, complètement. Et c'est typiquement, je vais spoiler un peu, mais les gens avec qui on a collaboré et qui sont des experts de la course de drone nous ont dit, j'ai l'impression de piloter sur la Lune. En fait, parce que c'était très particulier. C'était pas un vrai drone de course qui était modélisé dans la simu. Ok. Voilà pour les outils qu'on a utilisés. Pour faire une petite liste des capteurs qu'on avait sur le drone, on connaissait en fait en permanence la vitesse du drone dans son propre référentiel et ses accélérations angulaires, donc ce qu'on appelle Inertial Measurement Unit. On avait aussi l'information de la distance orthogonale au drone entre le drone et le sol. Et enfin, on avait accès à 2 caméras, si tout le monde voit, donc positionnées sur le drone et qui voyaient vraiment un champ de vision devant le drone. Et sur ces caméras, en plus de ces caméras, en fait, on avait en quelque sorte le résultat du test 2. C'est-à-dire qu'on avait en permanence, on connaissait les 4 points dans le champ de vision du drone des portes. Donc pour toutes les portes qui étaient dans le champ de vision du drone, on avait l'information dans la position des 4 points. Parfait, pas de souci. Notre première approche, du coup, ça a été une approche, entre guillemets, assez basique d'apprentissage supervisé. Donc l'apprentissage supervisé, c'est tout le temps avoir des datas qui vont être des vraies datas, donc on va prendre parti que c'est les meilleures datas, et à partir de ces datas, on va s'entraîner et on va obtenir un modèle. Dans notre cas, on ne savait pas trop piloter un drone. Du coup, on a pris contact avec la FAI, on a pris contact avec la Fédération française d'aéromodélisme, qui nous a mis en contact avec Kylian Rousseau, qui est le champion du monde du coup de la FAI, qui a 14 ans et qui habite près dans le sud de la France. Et on l'a fait venir à 42 une journée pour piloter en fait. On l'a mis devant un ordi, on lui a lancé la simulation, on lui a mis une manette dans les mains et on lui a demandé « vol ». Et il a passé toute la journée à faire tourner le drone dans la simulation. Grâce à lui, on a pu obtenir du coup 40 000 input frames. Alors, qu'est-ce qu'on a enregistré? En fait, on a enregistré tout l'état du drone 40 000 fois, donc dans plein de situations différentes. Et à chaque fois, en fonction de ces inputs, on a enregistré ces actions qu'il faisait lui. Donc, en gros, on avait vraiment ce qu'on voulait que notre modèle prédise. Donc, en fonction d'une situation du drone, quelles sont les bonnes actions? Donc, on a pris le principe que vraiment, on voulait piloter comme client. Sur les 20 perturbations, histoire qu'on ait vraiment une représentativité du challenge au maximum. Alors, pour introduire celle-là, en gros, dans le workflow un peu standard du machine learning, une fois que vous avez vos datas, un des premiers trucs à faire, en tout cas c'est ce qu'on a fait, vous aurez souvent des datas qui manquent.
Et nous, un exemple de data qui nous manquait, c'est que du coup, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, dans le champ de vision du drone, on n'avait pas en permanence les 4 coins de la gate. Donc il y avait des valeurs qu'on ne connaissait pas, qu'on voulait donner à notre modèle. Un des trucs standards qu'on aurait pu faire et qu'on a commencé par faire, c'est juste remplacer les données qu'on n'a pas par -1. Dans notre cas, c'était pas très futé, parce que du coup, on obtenait des gates qui n'avaient pas vraiment de sens et le drone ne pouvait pas vraiment apprendre de ça. Donc on a fini par faire un truc un peu plus intelligent, réfléchissant, et on a essayé d'adapter au maximum en fonction des corners de la gate qu'on connaissait, de prédire un peu où seraient les 2 dernières corners qui sont un peu hors champ. Donc ça, c'est un exemple de comment remplacer de la data. On vous le redira, mais juste, je le dis déjà, ça, on a visualisé. Et ça nous a beaucoup aidé. Visualiser. Une fois que vous avez remplacé vos datas qui manquent, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on essaye d'avoir plus de features, donc plus d'informations sur un état, pour pouvoir donner plus d'informations à notre modèle. Entre autres, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné la vitesse du drone dans le référentiel du monde, parce que pour l'instant, il n'avait que la vitesse du drone dans son propre référentiel. Donc on lui a donné sa vitesse dans le référentiel du monde qui l'entoure, donc de la map. On a aussi calculé les angles entre la direction du drone, donc c'est le petit gif que vous avez à droite, entre la direction du drone et la direction entre le drone et la prochaine gate. Un peu pour lui donner une impression de où est la prochaine gate. Et la dernière chose qu'on lui a donnée, c'est la distance entre là où il est et la prochaine gate. Du coup, quand tu dis la prochaine gate, c'est l'approximation à 2 mètres près de la prochaine gate. Exactement. Merci beaucoup. Et on a continué à réfléchir et on s'est posé un peu des questions sur la vision du drone et qu'est-ce qu'il fallait lui donner comme vision. Parce qu'effectivement, dès le début, on avait toutes les informations sur toutes les gates. Donc il y a 11 gates dans la map qu'on avait. On aurait pu, dès le début, lui donner les 11 gates, mais ça n'aurait pas eu énormément de sens. On aurait aussi pu juste lui donner l'information de la prochaine gate. Mais globalement, quand on essaye de réfléchir, et on en a beaucoup discuté avec Kylian Rousseau et son père, pour comprendre un peu comment fonctionne une bonne trajectoire de course de drone, on s'est rendu compte que souvent, en fait, le pilote, il anticipe les 2 prochaines portes. Donc on a donné ça à notre modèle, on lui a donné les 2 prochaines portes, et effectivement, c'est ce qui marchait le mieux, parce que la trajectoire du drone, ça n'est pas du tout la même s'il vise juste la prochaine porte, ou s'il sait où vont être les 2 prochaines portes. Dernière chose, on reste dans vraiment des choses assez standards en intelligence artificielle. Vous pouvez voir, hein, ça c'est nos données de base qu'on a récupérées. Donc il y a un peu de tout. En vert, ça doit être la distance à la prochaine gate, sinon ça doit être en violet. Vous voyez. Et vous voyez direct qu'il y a des choses qui vont jusqu'à 40, des choses qui sont entre 0 et 1. Et en fait, pour qu'un modèle apprenne bien, c'est une première chose qu'on voit en intelligence artificielle, il faut que toutes les données en entrée elles soient semblables, elles soient dans les mêmes intervaux, les mêmes... Voilà, donc c'est ce qu'on a fait, on a normalisé nos datas. C'est assez simple, je ne sais pas trop s'il y a des choses à rajouter là-dessus, et je vais passer la parole à Tristan. Ok, merci. Alors, en fait, une fois qu'on a toutes les données, qu'est-ce qu'on fait? L'idée, c'est qu'on essaye de vérifier que toutes les manips qu'on a faites, normaliser les données, remplacer les données manquantes, s'assurer qu'on avait créé des données pertinentes en plus pour que le drone comprenne, etc. On va vérifier si on n'a pas fait n'importe quoi. Parce que c'est très possible qu'on soit parti complètement en vrille et que finalement le drone ne comprenne pas ce qui se passe, le modèle ne comprenne pas ce qui se passe. Donc on crée un réseau de neurones très peu profond, très simple, un truc vraiment pas compliqué, quoi. J'ai mis 9 neurones, ça paraît un peu complexe, mais c'est vraiment la base. Et on va essayer de faire un sanity check, c'est-à-dire vérifier que ça fonctionne. On fait un entraînement, et de là, il y a 2 possibilités. Soit on a des valeurs complètement incompréhensibles quand on l'entraîne, j'ai mis infini, ça peut exploser, ça peut plateauiser, etc. Soit on a des valeurs correctes, et de là, ensuite, on peut passer à la suite, c'est-à-dire un modèle un peu plus complexe, un peu plus costaud. Et c'est là qu'on commence à essayer d'entraîner un modèle qui fonctionne vraiment pour piloter un drone. Donc comment on fait? On va essayer, en fait, on s'est rendu compte, on a fait un survol de l'état de l'art. Qu'est-ce qui se faisait en fait pour surtout les voitures autonomes? Qu'est-ce qui marchait bien pour piloter de manière autonome des agents? Et on s'est rendu compte que le mieux, c'était les réseaux récurrents. Alors c'est quoi un réseau récurrent? RNN, ça veut dire Recurrent Neural Network. Ça induit un mot un peu complexe, mais c'est très simple à comprendre. C'est qu'au lieu de prendre en fait une seule frame, un seul vecteur, un seul groupe de données, de features, un seul groupe de données,
et ben on va prendre une séquence. C'est ce qui a marqué en violet là-bas. Et en fait, le truc très important à comprendre dans ce petit diagramme-là, c'est le temps. C'est qu'au lieu d'en prendre une seule, on va en prendre 8. C'est ce qu'on a fait finalement pour notre modèle. Et on va envoyer directement cette séquence de 8 frames à notre modèle, qui va ainsi pouvoir faire des inférences dans le temps. Il va se rappeler en fait ce qui s'est passé 8 frames avant pour pouvoir piloter à l'instant T. Et ensuite, en output, c'est-à-dire en sortie, il va nous sortir des contrôles. Donc en gros, si je répète ce qui vient de se passer, là, c'est qu'il prend 8 étapes et il va prédire à l'instant T les contrôles pour aller jusqu'à la prochaine porte. Et alors là, je vais passer le mic à Maxime. Alors du coup là c'est cool, on a un petit réseau qui commence à être un poil plus compliqué, qui commence à réussir à voler dans la simulation. On le met à l'intérieur, on se rend compte qu'il il pilote pas trop mal, il se dirige vers les gates mais il se crache genre contre les poteaux des gates et tout. On se dit bon franchement c'est pas trop mal, mais il y a très certainement dans ce modèle qu'on a fait des paramètres qu'on peut changer en fait, il y a beaucoup de paramètres différents. On a établi une liste du coup de tous ces paramètres-là. Et on s'est dit, ok, très bien, avec tous ces paramètres-là, si on fait des combinaisons de tout ce qu'il y a, on va avoir 10 000 modèles et on veut essayer de trouver le meilleur. Le problème, c'est que 10 000 modèles, ça va nous prendre peut-être 10 jours à entraîner, 15 jours, et on va jamais pouvoir comparer. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sélectionné juste un petit pourcentage de ces modèles-là, on les a entraînés, et on a regardé s'il y avait une corrélation entre certains paramètres et le fait que le modèle il soit meilleur pour être piloté dans la simulation ou moins bon. Et on s'est rendu compte du coup qu'il y avait certains paramètres qui étaient très importants. Genre par exemple le nombre de neurones, c'était très positif, par exemple. Alors que si jamais on augmentait le dropout, c'était très négatif. On en est arrivé en fait du coup à un modèle qui fonctionnait assez bien. Du coup voilà, et là on s'est dit bon très bien, on a un modèle, il est bien, mais en fait tout ça c'est pas suffisant. Et c'est le moment là où c'est un petit peu parti en live, faut avouer. Et on s'est dit ouais non mais c'est super et tout, notre modèle il limite Killian, mais on a envie de faire mieux que Killian, et on va essayer de faire du reinforcement learning. Du coup on va prendre notre modèle et on va le mettre dans une simulation et on va le faire s'entraîner tout seul. Bon ok très bien. Dans ce cas-là, on supprime le pilote, on supprime les données du pilote, on supprime l'entraînement. Ouais, c'est pas possible, il faut quand même que le truc continue à s'entraîner. Ce qu'on garde, c'est uniquement le modèle. Qu'est-ce qu'on fait du coup ? Alors, on fait piloter le modèle à l'intérieur de la simulation et on enregistre en fait ses inputs et ses outputs, enfin les outputs de la simulation vers le modèle qui permettent au modèle de dire ok, maintenant tu prends telle décision. Ce jeu de données là, en fait, c'est des données qui sont simulées. C'est les données qui se passent à l'intérieur de la simulation. Et en même temps, dans la simulation, on va pouvoir évaluer est-ce qu'on récompense le drone parce qu'il a pris cette décision-là, qui l'a amené à faire quelque chose de bien ou pas, en pondérant du coup ces données-là, qui nous donnent des données pondérées. Si je dois faire une comparaison avec les données du pilote qu'on a juste avant, en fait, on va considérer que ces données-là, c'est les meilleures données qui existent dans le monde, et on veut absolument que notre modèle il tende vers ces données-là. Quand on fait du reinforcement learning, des fois, le drone il va prendre des mauvaises décisions et on va vouloir pondérer ces données pour lui dire quand tu prends ces décisions-là, en fait, c'est pas une bonne décision et je veux que tu essayes de ne pas tendre vers cette décision-là et que tu tendes vers cette haute décision que tu as fait qui était bonne, qui t'a fait passer une gate. Du coup, tout le jeu du reinforcement learning, c'est évaluer est-ce qu'une situation, c'est une bonne ou une mauvaise situation. Alors, on va essayer de scorer ces situations-là, et ça va être très compliqué, parce qu'on va essayer de les scorer dans le temps. En fait, quand le drone se crash, c'est pas l'action qu'il a fait à l'instant T, qui est l'action qui l'a fait s'amener à se crasher, en fait. C'est toutes les actions qui sont avant. Toutes les actions d'ici à ici, en fait, c'est des mauvaises actions qu'il ne faut pas que le drone fasse, parce qu'il n'a pas assez redressé, et il a fini par se crasher dans le bas de la gate. Par contre, toutes les actions qui l'ont amené à passer une gate, ce sont des bonnes actions. Et ça, c'est tout le jeu, en fait, de la reward, et du fait de, dès qu'on crée une reward donc, qui va amener, enfin, la reward qu'on donne au drone, en fait, au moment là où il effectue quelque chose qui est bien pour lui, on va essayer de l'impacter sur ce qui s'est passé avant. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ou pas ? Ouais. Ah oui, attends. Tu peux revenir sur deux slides avant, je crois que c'était ? Je crois que j'ai oublié ma question. Ah oui, voilà. Juste sur les données.
en gros, il génère des données aléatoirement et ensuite il se pénalise de ce reward ou il y a quand même un truc. C'est un truc dont on va parler après. Ok, Effectivement, le modèle, il dit, il nous donne une instruction, et nous, on va pas tout à fait la suivre. Mais je vais laisser Tristan, il va en parler après. Mais effectivement, tout ça, c'est basé en fait sur ce que le modèle nous prédit. Ok. J'ai une question aussi. Le fait que sur la série sur laquelle tu étais tout à l'heure, Celle-là celle-ci, ouais. Le fait que par exemple il y ait les rewards et qu'ils se crashent et que vous faisiez ça dans le temps, le fait d'avoir toujours des schémas qui évoluent sur les gates, vu qu'il y a à peu près 2 mètres d'intervalle entre chacune des gates, est-ce que ça posait pas de problème pour ce schéma-là? Je crois que j'ai compris la question. Ouais. C'est pertinent en fait. Ce que tu dis, c'est qu'en gros, du coup, il faut que la reward, elle s'adapte en fonction du placement des gates, pour que en fait, tu saches que c'est mauvais d'aller à droite quand la gate est à gauche, et c'est mauvais d'aller à gauche quand la gate est à droite. C'est ça que tu as posé comme question. Ouais, et surtout, quand vous faites à chaque fois une course, les gates, elles se font bouger de 2 mètres environ. Donc ça veut dire que les rewards que vous avez accordés sur la course précédente, ils sont faux pour la course d'après. Alors, oui, les rewards, elles sont en fait, la récompense, elle est propre à chaque course. La récompense, on la réinitialise au début de la nouvelle course. Donc c'est ça doit répondre à ta question. Ouais. Donc ça veut dire qu'en fait, à chaque fois qu'on fait une nouvelle course, on fait une nouvelle reward, on store ce qui s'est passé dans la mémoire, et ensuite, je vais en parler après, mais du coup, en fait, la reward, elle tourne pas en permanence, elle n'est pas propre à une course en particulier, elle va s'adapter à chaque. C'est une fonction, en fait. La reward, c'est une fonction qui s'adapte à chaque situation. Ok. Est-ce que ça répond à ta question? Ouais, je pense. Ok. Non, c'est quelque chose je pense qui est la partie la plus compliquée du coup du reinforcement learning. C'est ça que je vous conseille pas de faire du reinforcement learning. Je pense que c'est clairement pas la première option à prendre. Après, c'est quelque chose qui est hyper intéressant et qui peut permettre d'amener à quelque chose de nouveau. Mais c'est la chose qui est très complexe, c'est de se dire, voilà, si mon drone il s'est crashé, quelle est l'action qui l'a amené à se crasher en fait? Comment je vais détecter en fait ce qui lui a fait perdre les pédales et a fait qu'il est pas parti pile poil au milieu de la porte, comme ce qui s'est passé ici. Pourquoi est-ce que ici, à quel moment dans toutes les actions qu'il a prises, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et comment moi je vais lui dire, ah bah là ce que tu as fait c'était pas bien quoi. Parce que ça se trouve l'action qui est juste ici elle était bien, mais celle qui était juste là elle était pas bien. Et moi je vais vouloir essayer de faire la différence entre les deux. C'est ça le truc qui est extrêmement difficile en fait en reinforcement learning. Et nous on a essayé de trouver une solution optimale, mais je me rappelle de matin là où je lançais le soir du coup des tentatives de reinforcement learning et je me levais le matin et en prenant mon petit déjeuner, je voyais en fait que le drone il faisait que de se cracher et il avait appris n'importe quoi et oui, on devenait un petit peu fou, j'avoue. Du coup voilà. Du coup, il y a des questions là-dessus. Je pense que c'est une notion qui est assez compliquée, mais ouais. Je comprends pas comment. Enfin, quand vous avez un circuit à faire, il y a comment dire, un chemin hypothétique parfait qui est généré ou pas? Oui, il y a un chemin hypothétique parfait. Maintenant, Parce que pour attribuer des scores de reward, ça se fait par rapport à quel. Ouais, c'est justement c'est le truc juste après, c'est que en gros, c'est le design de la reward et je vais passer ça à Baptiste. Comme disait Maxime, la reward c'est vraiment quelque chose qui est compliqué à comprendre, mais c'est aussi quelque chose qui est compliqué à designer en fait, parce que c'est exactement ce qui répond à ta question. Pour trouver justement cette fonction de reward, en fait c'est très compliqué à trouver parce que faut arriver à faire quelque chose qui, en gros, nous fait dire que le drone il fait quelque chose de bien. Et ça, en vrai, surtout quand on n'est pas pilote de drone, c'est très dur à comprendre et surtout c'est très dur à simuler dans la simulation. Alors nous, on a repris des features un peu qu'on avait utilisées sur notre modèle et on a aussi créé des nouvelles choses. Entre autres, on a pris la distance à la prochaine porte, donc plus il se rapproche de la porte suivante, plus sa reward augmente. On a utilisé la distance to best trajectory. En gros, c'est le petit gif que vous avez à droite. À chaque fois qu'il passe une porte, on calcule la trajectoire directe entre cette porte et la porte suivante. En gros, on voulait lui apprendre à ne jamais trop s'écarter de cette trajectoire directe. Du coup, dès qu'il s'écarte de cette trajectoire, on va lui baisser sa reward. On va aussi lui baisser sa reward avec le temps qui passe, pour que juste il se pose pas, sinon il va s'arrêter, il va dire je suis bien là, je vais pas avancer. On augmente évidemment sa reward quand il valide une gate.
on lui baisse sa reward quand il rate une gate, parce que dans le challenge, peut-être c'était pas clair, mais on peut rater des gates tant qu'on passe la 11e gate, on a fini la course. Et notre score final est calculé sur le temps qu'on a mis à passer la dernière gate, plus le nombre de gates qu'on a validé. Et on lui baisse aussi sa reward quand on crash. Et après, en fait, calculer cette reward en fonction de toutes ces features, c'est un calcul où on a essayé énormément de choses différentes, on a fait des formules mathématiques un peu compliquées, on a aussi essayé des choses du genre, quand il se crash, on lui baisse sa reward, d'autant plus s'il se crash loin de la prochaine gate, alors que s'il se crash juste contre le rebord de la prochaine gate, on lui baisse sa reward un tout petit peu. C'est vraiment, on a essayé beaucoup de choses, et on pense que si on avait continué sur le reinforcement learning et on avait eu plus de temps pour réussir sur le reinforcement learning, on aurait vraiment passé beaucoup plus de temps à trouver une bonne reward. On parle encore de la reward là. Ah ouais, je vous en parlais tout à l'heure. Ce qui nous a pas mal aidé sur la reward et tout le long du challenge, c'est de visualiser. Alors, on a juste une petite vidéo, une vieille visualisation qu'on a fait sur OpenCV. Juste avec le drone qui vole et en rouge, vous avez les positions des gates. Et à gauche, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais en gros, vous avez la vitesse du drone et au-dessus, c'est les inputs qu'on lui donne donc sur les 3 axes. Et en jaune, c'est la puissance qu'on lui donne. Vraiment, on a visualisé ça. On a aussi visualisé la reward en fonction du temps. Et ça nous a tellement aidé à comprendre ce qui se passait pour comprendre d'où pouvaient venir les erreurs. Juste quand on a fait ça, on a dû y passer une demi-journée. Mais on s'est rendu compte de 5 ou 6 trucs qu'on faisait pas bien alors qu'on pensait que ça marchait. En fait, on a visualisé, on s'est rendu compte que ça marchait pas et qu'on pouvait commencer par corriger ça si on voulait avancer. Donc vraiment, sur le moment, des fois, on avait l'impression de perdre du temps à visualiser des trucs. Et en fait, ça nous a fait gagner tellement de temps au final. Visualiser. Nice. Ok, donc maintenant qu'on a survolé les choses faciles, on va passer aux choses compliquées. Non, j'avais prévu cette petite blague, mais je vais vous parler d'un dilemme, d'un problème en fait qui est inhérent à l'apprentissage par renforcement et en fait qui est super intéressant et qui a été complètement au centre de notre réflexion sur cette partie-là en fait. Et c'est complètement lié au design de cette récompense, de cette reward dont on parlait jusqu'à présent. Et ça va peut-être répondre aussi à des questions que vous aviez tout à l'heure. Donc en fait, c'est quoi le dilemme de l'exploration et de l'exploitation? C'est en fait, il faut commencer par le début. À la base, ça a été modélisé avec un exemple très simple qui est l'exemple du multi-armed bandit. En français, le problème des bandits manchots. C'est quoi un bandit manchot? C'est en fait les machines à sous avec un levier. Ça ressemble peut-être à une personne avec une main. Donc on appelle ça un bandit manchot. Et en fait, l'idée, c'est si jamais vous imaginez une personne qui est à Las Vegas dans un casino en face d'une dizaine de bandits manchots, elle va avoir ce problème qui est d'optimiser le temps qu'elle passe à jouer à chaque bandit manchot. Si elle tire sur le premier et qu'elle gagne $10, elle se dit, bon, cette machine a une probabilité de me donner $10. Mais peut-être que les 9 autres ont une probabilité plus grande de me donner de l'argent. Et donc, comment je répartis mon temps? Est-ce que je cherche sur chacune des 10 autres ou est-ce que je continue à exploiter celle que j'ai actuellement, dont il est possible qu'elle soit bonne, mais il est possible que ce soit la pire? Et donc, du coup, en fait, on est partagé entre deux idées complètement antagonistes qui sont d'essayer de découvrir de découvrir en fait toutes les trajectoires pour nous avec le drone en essayant d'être complètement aléatoire, de voler partout pour voir laquelle est la meilleure, ou alors, ça c'est l'exploitation, ou alors l'exploration, d'essayer de suivre à 100% ce que Kylian nous a dit, c'est-à-dire de suivre 100% notre modèle supervisé, mais du coup de ne jamais découvrir de nouvelles trajectoires. J'ai échangé les deux, je suis désolé. L'exploration c'est quand on se crache tout le temps, l'exploitation c'est quand on suit ce que Kylian dit. Donc, voilà. L'idée c'est vraiment de dire qu'on va essayer de trouver des nouvelles trajectoires tout en ne se crachant pas tout le temps. Et donc comment on fait pour résoudre ça en fait? Je me permets d'ajouter, en fait, la comparaison, je pense, la plus simple, c'est presque de se dire, si jamais on met un singe en face d'une machine à écrire qui va tester de taper des choses aléatoires, peut-être qu'un jour, il va arriver à écrire du Shakespeare. Simplement, combien de temps ça va prendre? C'est exactement le même dilemme dans lequel on est. Si on laisse le drone partir dans toutes les directions, peut-être qu'un jour, il va finir la course, mais on n'avait pas vraiment le temps pour ça, quoi. Du coup, là. Et donc voilà, donc quand on met le drone dans la simulation et qu'on lui dit de générer ses propres données pour faire de l'apprentissage par renforcement, eh ben on va essayer de lui dire génère tes propres données, mais tout en trouvant des trucs, des trajectoires innovantes sans te vautrer à chaque étape. Comment on fait ça? On essaye d'abord d'exploiter un peu. On va d'abord prédire avec notre modèle supervisé quelle est la trajectoire que Kylian aurait faite. Et ensuite, on va essayer d'explorer quand même autour de cette stratégie d'exploitation en ajoutant un facteur aléatoire, ce que j'appelais random factor. Et donc, on va pondérer en fait notre prédiction initiale, notre exploitation, par ce facteur random pour obtenir une action. Et en fait, ce facteur random, il va complètement conditionner la largeur, le champ des possibles.
Si on décide d'être à fond dans l'exploration, on va écarter à mort cette espèce de cône et le drone il va voler partout en se crachant très souvent, mais du coup il va trouver peut-être la droite, la trajectoire qui était meilleure que celle de Kilian, pardon. Et donc l'idée en fait c'est que ça ressemble en fait à une distribution gaussienne, c'est un peu compliqué, mais plus on va élargir notre facteur aléatoire et plus on va être random. Et donc là, si par exemple on prend l'exemple avec cette flèche verte de mettons que la gate était au bout là et que le drone est situé ici, Kilian va nous dire bah, dirige-toi directement vers la porte. Et ben en fait, on va essayer avec ce facteur aléatoire de proposer des solutions un petit peu plus innovantes, un peu plus aléatoires, et choisir au hasard de cette distribution une trajectoire vers la gauche, une trajectoire vers la droite. Et qui sait, peut-être qu'en fait, on va avoir une donnée qui est plus performante que celle de Kilian. Et voilà. Et donc ça, c'était la grosse stratégie qu'on a essayé d'exploiter, et c'était quelque chose sur lequel on a passé beaucoup de temps. Et il reste un seul feature dont on voudrait vous parler sur l'apprentissage par renforcement et qui nous aussi a été assez clé pour nous pour pouvoir travailler notre donnée de manière un peu plus scientifique que aléatoirement. Et c'était l'experience replay. C'est quoi l'experience replay? En fait, l'idée principale de cette technique-là, c'est de se dire qu'en fait, quand on fait de l'apprentissage par renforcement, tu en parlais tout à l'heure, mais en fait, ou alors non, c'était toi, excuse-moi. En fait, on fait une run, on fait un circuit, et après, on va s'entraîner sur les données de ce run-là, mais on va complètement l'écarter pour le prochain run. Et ainsi de suite. Prochain run également, on va écarter les données du run précédent, et prochain run également, on va s'entraîner que sur le run en cours, en fait. Et au lieu de perdre cette donnée, qui peut être très intéressante, on va garder en mémoire toutes les runs qu'on a faites, la 23, la 24, la 25, la 26, mais celles d'avant également. Et en fait, à chaque fois qu'on va vouloir s'entraîner, au lieu de prendre que la dernière, ou alors au lieu de toutes les prendre, on va les sélectionner. Soit bêtement avec de l'aléatoire, soit un peu plus intelligemment avec une espèce de stratégie qui va sélectionner les meilleures, par exemple celle où on a maximisé la récompense. On sait qu'on a passé 8 gates, c'était génial, on avait été plus rapide que Kilian. Et donc voilà, une fois qu'on a fait cette espèce de stratégie de sélection, on obtient un batch d'entraînement, un groupe de frames sur lesquels on va s'entraîner, et on les passe au modèle pour s'entraîner. Mais ça n'a pas marché. Voilà. En fait, finalement, ça c'est la slide de conclusion. Je voulais vraiment vous dire que la chose qu'on a appris là-dessus, c'est que l'apprentissage par renforcement, c'est très dur, c'est très compliqué. Et en fait, notre modèle, malgré tous les features qu'on a poussées, malgré toutes nos tentatives, bah, on a vu que la récompense, fatalement, chutait à la fin, au bout de plusieurs runs. Et là-dessus, on a quelques idées sur les raisons de notre échec. Mais on sait en tout cas, le constat, c'est qu'il a été bloqué dans un optimum local, le réveil douloureux dont parlait Max avec les cornflakes. Ouais, pour l'optimum local, en fait, c'est juste le fait que le drone, ou en tout cas, enfin, l'algorithme avait trouvé un moyen en fait, de minimiser la punition. C'était récurrent. À chaque fois, en fait, il décollait, il se crachait direct. En fait, il avait réussi à trouver un moyen de se cracher, un endroit là où il n'était pas trop loin de sa trajectoire optimale, mais en même temps dans un temps le plus court possible, qui était très intelligent, hein, ce drone au final. Mais bon, du coup, c'était un peu le souci qu'on a eu. Mais voilà. Donc ça fait tout à fait lien avec une des raisons principales pour lesquelles on pense qu'on a pu échouer, c'est la construction de cette fonction de récompense, où en fait on a imaginé une récompense peut-être trop complexe ou qui ne reflétait pas exactement la récompense que devrait avoir un agent qui évolue dans cette simulation. Pareillement, on a beaucoup réfléchi sur le traitement des données de récompense. Parce qu'en fait, finalement, quand on a plein de runs où on s'est craché et peu de runs où on a réussi à passer des gates, il faut essayer de les standardiser, c'est-à-dire de les équilibrer pour qu'on ait un nombre représentatif égal des deux types de runs, en fait. Et ça peut être un problème. L'expérience replay dont je parlais juste avant a pu être également peut-être que dans notre sélection, quand on a choisi dans notre mémoire de tous les runs qu'on avait fait, on était trop strict, on choisissait trop les meilleurs runs et donc le drone n'a pas pu s'entraîner. Et voilà, et donc d'autres exemples de stratégies qui ont pu être mauvaises dans cette phase-là. En tout cas, l'idée générale, c'est vraiment de se dire que c'est quelque chose de très complexe et que si vous voulez entraîner un modèle d'IA, peut-être que le superviser est une bonne première étape. Et d'ailleurs, ça a été la clé pour nous pour avancer ensuite sur l'apprentissage par renforcement. Et en conclusion, le renforcement, ça n'a pas fonctionné, mais le superviser, ça a quand même pas mal fonctionné, puisqu'on est arrivé 15e. Et c'était plutôt un bon score, mieux que le test d'avant. Donc voilà un peu la conclusion, je dirais, en termes de métriques sur cette partie-là. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres équipes qui ont fait du renforcement learning et est-ce qu'ils ont réussi? Alors, le challenge, en fait, il s'appelait Alpha Pilot.
Et c'est une référence à AlphaGo. C'est un modèle développé par une entreprise qui est filiale de Google et qui a battu le champion du monde de Go. C'est un jeu de plateau. Il y a 3-4 ans. Et donc en fait, c'était clairement, le challenge était clairement orienté vers l'apprentissage par renforcement. Beaucoup de teams en ont parlé, etc. Moi, je pourrais peut-être que les autres pourront te répondre. Moi, je pourrais pas te dire avec certitude si oui ou non ils ont réussi, mais en tout cas, ça a été essayé. Ça, personne n'a communiqué là-dessus. Je regardais un petit peu de temps en temps des vidéos sur YouTube. Les gens communiquaient assez peu en fait sur ce qu'ils faisaient. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a plus de communication. C'est vrai que j'ai pas regardé peut-être depuis 1 ou 2 semaines. Mais très certainement, oui, il y avait des équipes qui étaient monstrueuses. L'université de Zurich, Polytechnique Zurich, d'où sort Einstein, etc. Leur laboratoire de robotique, je pense, ont très certainement eu des approches type renforcement. Mais je pense que de toute façon, ça a resté très très compliqué parce que l'apprentissage par renforcement, dans un univers 3D, il y a beaucoup trop de possibilités en fait. Michael Trazi, qui est aussi étudiant à 42 et qui était très investi dans l'association d'AI et qui fait du reinforcement learning, nous a dit que en fait, le problème c'est quand tu fais du reinforcement learning, tu vas calculer les probabilités. Quelles sont les probabilités les plus faciles pour le drone de prendre telle ou telle décision en fait? C'est ce qui a amené à l'optimum local, c'est-à-dire que en fait, c'était beaucoup plus facile pour lui d'aller se cracher et de minimiser sa punition du coup. Versus tout l'effort qu'il devait faire pour aller traverser la gate. C'est beaucoup trop compliqué en fait. C'est sûr qu'il y a des équipes qui en ont fait, mais maintenant, on ne pourrait pas te dire. Juste pour répondre à ta question, et si on doit réfléchir sur pourquoi on est arrivé 15e et pas premier, quand on regarde aussi le top 20 ou même le top 30, il y a une grande majorité des équipes qui avaient déjà fait beaucoup de robotique ou même qui étaient des startups qui bossaient dans le domaine du drone depuis pas mal d'années. Globalement, nous, on savait faire de l'IA, mais dans le drone, on n'y connaissait vraiment pas grand-chose. Donc on avait un trou de connaissances énorme à rattraper. Et globalement, des quelques résultats où on s'est un peu intéressé à ce qu'avaient fait les autres équipes, ils étaient beaucoup plus dans la physique du drone, à calculer des trajectoires vraiment en fonction de la physique. Nous, on a eu une approche très intelligence artificielle pure. Et peut-être c'est là-dessus aussi qu'on a manqué de quelque chose. Ouais, c'est 100% ce que disait Baptiste là-dessus. Je pense que je suis d'accord avec ce que vous avez dit tous les deux, mais vraiment le truc sur la physique du drone, c'est vraiment très éclairant quand on voit les vidéos des autres participants, etc. Ils ont complètement intégré la partie effectivement qui est en fait quasiment de la conduite autonome de voiture avec plein de calculs de trajectoire, etc. qui était vraiment physique, alors que nous on a fait ce qu'on appelle une approche end-to-end, c'est-à-dire que tout est géré par le réseau de neurones de A à Z. Et ça, c'était peut-être aussi qui nous a limité, parce qu'il fallait vraiment avoir des données parfaites. Et l'autre remarque que j'avais, c'était vraiment sur est-ce que c'est possible ou pas de faire ça en 3D. Je pense qu'effectivement, c'est extrêmement complexe, mais que ça nécessitait aussi une bonne connaissance des modèles. Et nous, on a commencé avec un modèle un peu classique, c'est-à-dire, ça s'appelle Policy Gradients. Vous pourrez nous poser des questions si ça vous intéresse là-dessus. Et il y a des modèles un peu plus compliqués pour répondre à ces exigences-là à voir. Je veux dire, nous, on crée notre reward à la main. Avec des formules mathématiques, etc. On a eu des grands débats sur ce tableau blanc d'ailleurs. Et il y a d'autres modèles là où on laisse en fait la reward à un autre réseau de neurones qui est contrôlé par un autre réseau de neurones. Donc on se retrouve avec 3 réseaux de neurones qui interagissent tous entre eux. Ça devient extrêmement complexe. Et quand on a attaqué le test 3 et qu'on a attaqué le reinforcement learning, il nous restait 1 semaine avant la date de rendu. C'était un peu short. Mais voilà. Mais là, on refait du reinforcement learning du coup pour essayer d'explorer plus. Exact. Bon, allez, du coup, je déroule sur la suite. Juste 2-3 petites remarques qu'on s'est faites en fait sur notre façon de travailler en groupe, parce que finalement, c'est aussi un des challenges quand on travaille sur des problèmes compliqués comme ça, c'est essayer de se supporter. Je dis ça en rigolant, mais je pense que vraiment, c'est quelque chose qui est super important de savoir travailler en groupe, et on avait 2-3 remarques là-dessus à partager, un petit retour d'expérience. Et en fait, on a 3 idées qui paraissent super simples et qui en fait sont assez dures à implémenter, pour lesquelles nous, en fait, on a plus ou moins bien réussi à implémenter pour ce travail-là. Et donc un truc qu'on a bien réussi, par exemple, c'était essayer de s'organiser avec j'allais dire des rendez-vous, mais c'est plutôt des points journaliers où on discutait, on parlait de stratégie, etc. Et ensuite, pendant la journée, on essayait d'exécuter ce qui se passait pour vraiment rester dans l'efficacité, pour éviter ce qui s'était déjà passé en fait au début, quand on a commencé, où on était beaucoup dans le débat d'idées, le tableau blanc, etc. Ce qui peut être très efficace en R&D, mais à un moment, il faut mettre les écouteurs et travailler, quoi.
concrètement, tous les matins, on se retrouvait en cantina et on sortait un ordinateur et on avait un dashboard Trello et on faisait des cartes. On assignait les cartes et chacun était responsable de faire ça pendant la journée. Et ce qui nous amène du coup au deuxième point. Exactement. Bien se répartir les tâches. On a eu, ça c'est quelque chose qu'on a fait un peu moins bien que la remarque d'avant. C'est-à-dire que c'est super important de rester chacun focus sur son objectif. Et nous, au début, on était un peu à faire tout en même temps. Ou alors on a fait des tâches en même temps. Et ça fait qu'en fait, déjà, d'une part, on perd un peu de l'efficacité vu qu'on a 2 personnes qui font la même chose en parallèle. Et s'ils ne sont pas coordonnés, ça peut juste être inutile. Et en même temps, ça peut également provoquer un peu des tensions parce que c'est toujours désagréable de voir son travail effacé par celui de l'autre ou alors de voir que l'autre n'a pas fait la même approche que soi-même. C'est toujours difficile à accepter. Et enfin, la dernière chose que là, on a carrément fait un peu moins bien, c'était le fait, j'ai mis use Git properly, mais c'est le fait d'utiliser des outils techniques pour collaborer en fait. C'est ultra important, quoi. Nous, on s'est rendu compte qu'on a eu plein de fois, on a poussé des améliorations sur les modèles, et en fait, on a passé 2 heures à débugger parce qu'on avait mal checké un truc, et que si on avait eu des tests ou des façons de vérifier que cette feature, cette fonctionnalité était pas buggée, on aurait gagné du temps. Ouais, genre juste vraiment savoir utiliser Git, quoi. Enfin, quand on regarde notre repo, il y a presque 1000 commits dessus, ce qui est honteux. Enfin, je vais me flageller moi-même, mais enfin, moi je poussais des trucs genre 2 lettres qui changeaient pour pour que ça fonctionne sur les instances Amazon. Parce que ce qui n'a pas été dit en plus, c'est que la simulation, c'est du ray tracing. Et genre du ray tracing de très 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 bonne qualité, et qu'il fallait des cartes graphiques à 10 000 balles pour faire tourner ça. Du coup, on était obligé de tout faire tourner sur des instances AWS. Donc, du coup, pour interfacer avec AWS, on s'est rendu compte très tard qu'en fait, on pouvait se connecter facilement avec Atom. Parce qu'en Python, Vim, c'est horrible. Ouais, non, c'est vraiment savoir utiliser vraiment Git. C'est super important si vous venez de commencer 42 ou vous avez commencé en novembre. Franchement, prenez le temps de bien apprendre à utiliser Git, quoi. Clairement, ça vous changera la vie. Ouais, puis même la culture G sur le travail de groupe, je veux dire, comment faire un commit qui est propre, comment bien résumer son travail, comment interfacer avec les autres, c'est très important. Alors, je pense. Et enfin, des Teletubbies, pourquoi la résolution de conflits aussi. On parlait du fait que c'est difficile de le supporter, mais parfois, en fait, on s'est carrément pris la tête en fait, sur des choses qui sont très complexes techniquement, avec parfois des personnalités qui sont fortes. C'est compliqué de travailler en groupe. Et du coup, je pense que les 2 choses qui nous ont permis d'être efficaces là-dessus, c'est d'être super honnête quand ça arrive. Parce que les fois, en fait, on essaye de cacher ça sous le tapis, ce qui est un peu le réflexe que j'ai eu dans plein d'autres travaux de groupe avant. Ça fait qu'envenimer les choses, en fait. On espère secrètement que ça va mieux se passer. Pas du tout. Vaut mieux tacler ça de front et s'assurer ensuite que ça passe, que les choses soient bien mises au clair. Et en fait, on est 100 fois plus motivé une fois que la discussion difficile de 10 minutes est passée. Et l'autre truc qui nous a bien aidé, c'est en fait être tellement honnête à propos de ça qu'on planifie des moments où on va se dire tout ce qu'on pense de mal sur les autres à la fin de la semaine ou je sais pas quand, pour vraiment dire bon bah écoute, qu'est-ce qui t'a frustré dans la façon avec laquelle on a travaillé, etc. En fait, avoir un moment juste là où c'est dédié à ça et que ça arrive pas parce que y a une embrouille. Enfin, ça se trouve, on va rien se dire, on va juste dire ouais bah c'est cool, tant mieux, très bien, on va passer à autre chose, quoi. Mais non, c'est bien de le planifier, quoi, vraiment. Voilà. Et enfin, des remerciements à tous ceux qui nous ont aidés pour ce challenge. C'était vraiment super. Déjà 42 AI qui nous a 100% backé, qui nous a vraiment introduit aux bonnes personnes pour qu'on puisse recevoir les bons conseils là-dessus. Et également à 42 entrepreneurs qui nous ont permis d'avoir des crédits AWS dont on parlait, qui étaient nécessaires en fait pour faire tourner la simulation. Ça a été vraiment clé en fait. C'était vraiment des ressources énormes auxquelles on n'aurait pas eu accès sans ça. Et Uavia, c'est une startup qui nous a également aidé dans la phase un peu finale du concours pour avoir un peu de crédibilité, pour pouvoir discuter avec des professionnels de conduite de drone autonome en dehors de juste une simulation et de pilotage de course. Voilà. Et puis, enfin, merci à vous d'être venus. Et si vous avez des questions... Juste pour revenir sur 42 entrepreneurs et des crédits AWS, on n'a peut-être pas assez insisté dessus, mais la simulation Flagler qu'on a utilisée, pour la faire tourner, on a dû utiliser quasiment les plus grosses VM possibles de chez AWS. On a utilisé quelque chose comme quasiment 5 000 € de crédit en 2 mois, quoi. Peut-être 4 000, franchement. 3 000. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je
voulais revenir un peu sur la problématique. Votre plus grosse problématique, est-ce que c'était de calculer une trajectoire théorique idéale pour le drone, pour passer les gates, ou est-ce que c'était le fait de apprendre au drone à maintenir cette trajectoire, à ne pas s'en dévier, qui est plus Ah ouais, non, il était problématique d'une régulation, quoi. Et il était super fort pour maintenir une trajectoire, il n'y avait pas de problème. Par contre, vraiment, il y avait un problème en fait dans les données qu'il prenait en compte en fait. Je pense que si aujourd'hui on devait refaire le test, en tout cas pour ma part, je ne veux pas parler au nom des autres, mais il y a des nouveaux systèmes qui existent aujourd'hui qui s'appellent des réseaux d'attention, qui permettent en fait de placer l'attention sur juste une partie de la donnée. Et en fait, le drone, il faisait toujours attention autant, quelle que soit sa position par rapport à la gate qui va passer plus la suivante. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il se crachait beaucoup en passant une gate parce que la gate suivante, en fait, enfin, si je dois faire un petit schéma, je suis désolé, hein, je m'exprime mieux avec des schémas, en fait. Mais c'est ça. Il y a un moment donné là où le drone, en fait, il faisait une courbe comme ça, donc il passait une gate qui était là et il devait passer là et il arrivait par là, en fait. Et le drone, constamment, il se crachait ici, en fait. Parce que il essayait déjà d'optimiser la trajectoire d'après, alors qu'il était proche, et il plaçait pas suffisamment l'attention sur le fait qu'il voyait déjà la gate pour passer au milieu, pour pas se cracher. Typiquement, ça c'est des trucs peut-être qui auraient tout changé. Ouais. Mais en fait, le drone, est-ce qu'il connaissait la trajectoire idéale théorique pour Mais ça c'est le réseau de neurones qui faisait le calcul tout seul. En fait, l'idée, c'est que nous, on n'avait pas accès exactement à là où était cette porte-là. Par contre, on savait genre qu'elle était dans cette zone-là, quoi. Donc après, déterminer, si la gate elle est là ou si la gate elle est là, ma trajectoire idéale, elle est pas pareille. Oui, et ça, c'est, on aurait pu. Alors un truc qu'on aurait pu faire, c'est faire des inférences entre quand il voit la gate à plusieurs endroits différents et faire des calculs pour repositionner la gate en 3D dans l'espace. Bon, on n'a pas pris ce parti-là. On avait déjà des bons résultats sans ça. Ouais. Juste pour rajouter quelque chose, notre drone, globalement, en tout cas sur le modèle supervisé, il était très très bon à suivre la trajectoire, toujours la même, quelles que soient les perturbations. Donc suivre la trajectoire des positions nominales des gates, donc sans les perturbations, ça, il le faisait super bien. Par contre, s'adapter si la perturbation décalait la porte de 2 mètres sur la droite, ça, il avait beaucoup plus de mal. Et une des raisons aussi qu'a pu faire ça, c'est que sur Flight Goggles, donc la simulation, on n'avait pas du tout de réglage de la hauteur de la caméra. Du coup, en fait, la caméra, elle allait vraiment tout droit. Donc, quand le drone, il accélère, il se penche en avant. Donc, en fait, la porte qui est devant nous, il la voit quasiment pas s'il va un peu vite. Donc, dès qu'il va accélérer, il va plus voir la porte qui est devant. Et en fait, son seul moyen de savoir où est la perturbation, c'est de voir la porte. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont eu énormément de difficultés avec ça, parce que dès qu'ils essayaient un peu d'accélérer le drone, ils voyaient plus les portes en face, quoi. Oui, et donc oui, en termes de régulation de ça, est-ce que sur les trajectoires avec des perturbations, est-ce qu'il était possible de connaître l'écart entre la trajectoire calculée et la trajectoire réellement effectuée? Auquel cas, c'est pas un problème d'IA, mais plus un problème de régulation. En fait, nous, on ne calculait pas à l'avance une trajectoire. Hein. Exactement, c'est exactement ce que dit Maxime. Enfin, le drone, il prenait une décision à l'instant T, il prenait une décision, mais peut-être que c'était pas super visible sur la visualisation. Mais des fois, le drone, il donnait des coups de volant à droite, à gauche. C'est de la régulation, ça. Ouais. Mais oui, mais enfin, je veux dire, à l'avance, il ne sait pas quelle trajectoire il va prendre. C'est-à-dire que si je le décale de 10 cm sur le côté, ça se trouve, il va prendre une décision complètement différente. Ça se trouve, il va donner un coup de volant sur la gauche, alors que sinon, 10 cm plus à droite, il serait allé tout droit. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question ou pas du tout. Non, c'est une question pour faire avancer, éventuellement pour que ça marche mieux. C'est pas un problème de régulation plus que d'IA, parce que c'est effectivement assez connu. Enfin, on a le même problème sur le véhicule autonome. Sur la voiture qui un coup va à droite, va à droite, à gauche, en pleine ligne droite, un coup à droite, un coup à gauche, alors qu'en fait il n'y aurait pas de raison, quoi. Ok, je vois le problème. Mais je propose, je serais assez chaud pour en discuter avec vous. Ouais, nous aussi, je pense. Hein, Ok, pas de problème, carrément. Mais carrément, avec plaisir. Question là-bas. Juste les perturbations des portes, vous savez, c'est dans un carré de 2 mètres, c'est ça? Vous saviez pas où elles allaient être dans un carré de 2 mètres? Alors,
très précisément, en fait, il y avait 3 axes de rotation possibles, enfin 3 axes de perturbation possibles pour chaque porte. Et en fait, on avait un fichier, on connaissait des perturbations maximales pour chaque porte. Donc en fait, il y avait certaines gates qui ne pouvaient pas avoir de perturbation. Et il y avait certaines gates qui pouvaient être complètement perturbées. Et à chaque fois, on avait un autre fichier JSON qui retraçait les délimitations maximales pour les perturbations. Et du coup, les perturbations, c'était 3 choses. C'était un décalage vers la droite, un décalage entre la droite ou la gauche, un décalage vers le haut et le bas, ou alors une rotation sur lui-même. C'était les 3 perturbations qui étaient possibles. Mais globalement, sur les 11 portes, je ne sais pas si je peux retrouver rapidement la carte. Pas là du tout. Là. Voilà, sur les 11 portes, il y en avait entre un tiers et la moitié où il ne pouvait pas y avoir de perturbation. Et le reste, il y avait la moitié où il ne pouvait pas y avoir de rotation, que des déplacements sur le côté. Et il y avait au final que un quart des gates où il pouvait y avoir des perturbations de rotation, quoi. Ouais, là. Et du coup, vous avez parlé pour le deuxième modèle, je crois, de l'importance de travailler sur ces données pour éviter l'overfitting, pour avoir un bon score, etc. Est-ce que vous avez essayé de faire beaucoup de travail semblable, par exemple, sur ces perturbations, sur les possibilités de placement des portes à partir des stats que vous aviez et ce genre de choses pour optimiser ça? C'est un peu ce qui nous a amené en fait assez rapidement à faire du reinforcement learning. En fait, c'est que Kylian, il habitait assez loin de Paris. Du coup, on l'a eu un week-end et on a pu faire ces 10 heures d'enregistrement. Déjà, on se sentait un peu mal de le faire piloter pendant 10 heures, mais en fait, ça c'est aussi un truc. À la toute fin, on a fait piloter Baptiste pour essayer, mais ça n'a pas du tout amélioré. C'était même pire. En soi, ça a été l'idée à un moment donné de se dire on va faire du reinforcement learning parce que en fait, le drone, quand c'est Kylian qui le pilote, il est toujours dans la meilleure situation possible et donc il est en train d'évaluer quelle décision je prends quand je suis dans la meilleure situation possible. Simplement, peut-être que par malchance, le jour de la course, le drone il va être un petit peu décalé vers la droite ou vers la gauche. C'est un problème qu'on n'a pas réussi à résoudre en fait avec le reinforcement learning. L'idée ça aurait été de collecter plus de données, de faire plus d'enregistrements, mais on ne pouvait pas le faire, quoi. D'ailleurs, pour répondre à ta question, un truc qu'on a envisagé de faire un moment et qu'on n'a pas pu, faute de timing et de ressources, c'était d'initialiser le drone à plein d'endroits différents aléatoirement devant une porte. En fait, le forcer à avancer vers la porte, soit parce que avec Kylian qui pilote, soit Baptiste, soit même avec du RL. Mais l'idée, c'était vraiment de faire ce que tu proposais, en fait. Mais on n'a pas pu, faute de ressources et de contrôle de la simulation Flight Goggles, qui était un peu capricieuse. Mais ouais, effectivement, c'est une chose à laquelle on a beaucoup réfléchi. On s'est finalement rabattu sur les 25 perturbations qu'ils nous fournissaient, en fait. Moi, j'avais une question pour le renforcement learning. Globalement, comment vous faites pour calculer justement l'écart entre les points gagnés en récompense et ceux qui sont perdus en punition? Parce que justement, vous avez dit que votre drone, il avait tendance à pouvoir préférer être puni pour avoir un meilleur résultat final. Donc du coup, est-ce que vous auriez pu justement aménager le système de récompense pour qu'il ait moins tendance à vouloir se cracher pour gagner plus de points et que limite valoriser peut-être rentrer dans une porte et pas forcément se cracher à côté ou des trucs comme ça? Ouais, alors c'est clairement ce qu'on a essayé de faire. Maintenant, c'était bon, je vais à chaque fois dire que c'était très difficile. En fait, il y a une chose qu'on n'a pas du tout bien faite là-dessus, c'est qu'on n'a pas du tout visualisé tout le champ des possibles de notre reward. C'est-à-dire que un truc dont on s'est rendu compte après le concours, c'est que si jamais notre drone il se crachait, il se rapprochait de la porte, très proche de la porte, et qui traversait la porte, en fait, à ce moment-là, il y avait un pic super négatif qui arrivait parce qu'il y avait une fonction mathématique qui faisait genre un multiplié par 0 ou un truc comme ça, ou un divisé par 0, et enfin, ça faisait monter à l'infini quelque chose qui était... On descendait à moins l'infini, et donc c'était super négatif. Il y a eu des soucis là-dessus, là où on a mal visualisé nos fonctions de récompense, etc. Et aussi parce que je pense qu'on aurait peut-être eu besoin de quelqu'un qui était très bon en maths. Franchement, encore aujourd'hui, je me pose les questions de qu'est-ce qui aurait pu faire qu'on améliore ça.
peut-être que aussi le fait de les designer à la main, c'était pas une bonne idée. Et du coup, d'utiliser ces techniques là où tu laisses un réseau de neurones à récompenser ton autre réseau de neurones et se faire contrôler par un autre. Et, le système du DDPG, c'est ça, Tristan? Ouais, dans les grandes lignes, mais il y a quand même une reward. Oui, bien sûr. Ouais. Mais du coup, ouais, enfin, concrètement, si je devais remonter vraiment super haut niveau sur notre stratégie là-dessus, je pense que un truc qu'on a bien fait, par exemple, pour le superviser sur le drone, c'était de faire de l'optimisation, ce dont parlait Max à un moment. Je sais plus si on retrouvera la slide, mais c'était de voir tous les paramètres possibles et de faire plein d'entraînements différents. On en prend 1% et on garde les meilleurs paramètres pour le modèle. Ben ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop fait, par exemple, pour la reward, pour la récompense. On n'a pas eu cette approche scientifique où on s'est dit, bon, bah, quelles sont toutes les possibilités? Parce qu'on avait un problème de ressources, c'était très très dur. On avait une nouvelle idée, on faisait tourner, mais ça mobilisait une instance AWS super chère, super lourde à faire tourner, etc. On attendait pendant 3 heures, on regardait le résultat, ah bah ça marchait pas. Bon, bah, on faisait un nouveau test. Et en fait, du coup, il y avait ce problème de ressources et ce problème un peu de stratégie, vu qu'on était un peu nouveau dans le reinforcement learning, qui fait qu'on n'a pas eu vraiment une approche scientifique. On s'est dit, bon, d'abord, on tente une reward très simple. Est-ce que ça fonctionne? On en ajoute une deuxième, etc. Et dans la slide de reward engineering, là où on vous parle de la fonction très complexe, où on a ajouté le temps dans la simulation, la distance à la porte, l'angle vers la porte, la distance à la trajectoire optimale, etc. On a un peu fait... on a secoué les dés, on les a lancés, on l'a fait au pif, on a essayé d'être malin, etc. Mais c'est très dur à faire parce qu'en fait, c'est le champ des possibles. Encore une fois, en 3D, il est monstrueux. Et du coup, le modèle, il s'engouffre dans la brèche hyper facilement, quoi. Et c'est le truc dont tout le monde parle là-dessus. Les gens qui font des vidéos sur Internet sur le reinforcement learning, je pense à Lex Friedman, pour ceux qui connaissent, je lance ça un peu à l'eau. Mais du coup, c'est un truc dont il parle et un exemple qui ressort très souvent. C'est un jeu vidéo en fait, sur lequel DeepMind, c'est la boîte de Google dont je parlais tout à l'heure, a entraîné en fait, un modèle à jouer à ce jeu vidéo. En fait, le modèle se rend compte qu'il maximise beaucoup plus les points en récupérant les boosts sur le côté qu'en essayant de finir la course et en gagnant les points. Et donc du coup, il fait des tours sur lui-même pour maximiser les boosts quand ils réapparaissent. Et ça, c'est juste un exemple de tous les trucs qui peuvent complètement rater, quoi. Juste parce qu'il y a un truc qui n'a pas fonctionné dans la reward. Il faut être ultra scientifique, quoi. Il faut faire plein de tests. Ouais, si, moi, il y a un truc qu'on aurait dû faire. Je le dis juste avant, c'est fonctionner comme dans les vrais labos de recherche et tenir des carnets de recherche en fait, là où tous les jours on note tout ce qu'on a fait en fait, parce que à un moment donné on perdait le fil, on allait retourner voir dans des commits avant, enfin genre passer 2 heures à relire parmi les 900 commits de Git à rechercher celui là où il y a eu la modif qui a fait que tout planté, enfin non ouais, genre être beaucoup plus scientifique dans l'approche quoi. Au niveau des drones, ou en tout cas du challenge, pour nous, c'est fini, on n'est pas qualifié. Mais par contre, c'est probablement un challenge qui va revenir chaque année. C'est ce qu'on a compris qu'est l'idée. S'il y a une équipe qui a envie de reprendre le projet l'année prochaine et de retenter sa chance, nous, on sera à fond derrière eux, alors répondre à toutes leurs questions. Si jamais il y en a. Et juste sur le reinforcement learning, pour aussi revenir sur la question d'avant, ce qu'on a dit tout à l'heure, je le redis, quelque chose comme une semaine, peut-être un peu plus, 2 semaines avant la fin du projet, le reinforcement learning et nous, il n'y avait pas grand-chose en commun. Hein. Enfin, on avait quasiment à tous les trois pas entendu tant que ça de choses sur le reinforcement learning. En tout cas, on n'en avait jamais fait. Donc, ça a été vraiment un peu notre dernière tentative parce que c'était vraiment, de ce qu'on avait compris, le but du challenge aussi et parce que ça nous intéressait énormément. Mais en 2 semaines, on a fait tout ce qu'on pouvait, quoi. Mais on n'a pas eu le temps de faire énormément de choses et je pense que c'est là-dessus où on va continuer nous à bosser, mais sur d'autres projets. Justement, à ce propos, comment vous avez fait pour vous former en 2 semaines à un truc aussi dur? Il y a plein il y a pas mal de tutos sur internet. Il y a un super tutoriel de Karpati qui parle de Pong, du jeu Pong. On a mis un gif à un moment donné. Je pense que tu as pas mal de ressources. Et non, sinon après, on fait beaucoup de recherches. On a déjà l'habitude de lire pas mal de publications scientifiques. Il y a aussi, il faut rendre à César ce que c'est à César. Michael Trazi, dont on parlait tout à l'heure, qui nous a énormément aidé. Et, il est à 42 AI et lui, c'est un peu le monsieur reinforcement learning de l'asso. Il a fait en gros l'équivalent, enfin, il a traduit sur une autre plateforme l'article de Karpati, qui est un peu la pierre angulaire de l'apprentissage du reinforcement learning quand tu ne connais rien à ça. Et il a refait un tuto ultra détaillé, etc. En Keras, Keras était le framework de machine learning qu'on utilisait. Et du coup, ça nous a énormément aidé. Et en fait, on a implémenté sa solution, c'était les Policy Gradients, c'est l'algo dont on parlait, qui est un peu le b.a.-ba, si j'ose dire, du reinforcement learning.
Et donc voilà, si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas. Si quelqu'un a des questions, d'ailleurs, je rebondis sur le machine learning, par où commencer, le reinforcement learning, supervisé, etc. N'hésitez pas, on a plein de ressources à vous filer. Parce que en fait, finalement, ça paraît ouf. D'ailleurs, c'est un peu ouf vu qu'on n'a pas réussi à avoir les résultats qu'on voulait en 2 semaines. Mais c'est vraiment aujourd'hui, on est dans une époque de fou, quoi. Tu peux aller sur Internet et tu trouves des articles scientifiques gratuits sur des trucs de pointe, développés par des labos de recherche avec des experts. Le code gratos disponible sur Internet avec GitHub. Enfin, j'ai dû consulter un nombre de repos GitHub en l'espace de 3 semaines, laisse tomber, quoi. Je connaissais les URL par cœur et tout, tellement j'y allais. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas. Du coup, c'est pour rebondir, mais c'est un petit peu à part. Vous avez donc allé sur les repos GitHub de scientifiques, vous avez pris contact avec eux et tout. Enfin, vous avez eu un support ou des explications de leur part? Pas du tout. avez pas essayé Non, de non, les contacter on a vraiment creusé par nous-mêmes tout ça. Mais en général, dans ce domaine-là, il y a une course à celui qui produira un article qui sera lu par beaucoup d'autres personnes, et donc c'est très très bien expliqué. Ouais, juste pour donner un conseil, ou juste balancer un lien comme ça, il y a un blog de Liliane Weng, qui bosse à Google, et qui est vraiment une belle référence. Ça a marché. Donc ça s'appelle le Lil Log. Si vous voulez le noter et que vous voulez vous mettre au reinforcement learning, à mon avis, c'est la meilleure introduction au reinforcement learning. C'est costaud. Mais on mettra le lien dans le Ouais, channel on mettra de 42 AI et dans le Slack de 42 AI. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est tout. Ah ouais, c'est vrai. Ah, il faut que je vous montre Tensor, parce que ce matin, je suis passé... et non, c'est pour l'association de 42 AI, c'est un super outil. Du coup, est-ce que tu l'as installé sur ton ordinateur ou pas? Okay, Fuyez tant qu'il est encore temps. Non, la conclusion, c'était ce dont on parlait tout à l'heure. Déjà, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous avoir écoutés. C'est des trucs super compliqués qu'on n'a pas, pour être tout à fait honnête, forcément encore complètement englobé, compris de A à Z. Donc, merci de nous avoir écoutés, merci de nous avoir posé toutes ces questions-là. N'hésitez surtout pas à nous poser une question si vous en avez une. Si vous voulez avoir des ressources, on en a plein. Voilà, rejoignez le Slack de 42 AI. C'est là-dessus que la bonne parole circule. Et voilà, bon courage dans vos projets, etc. N'hésitez pas à nous contacter. Merci.